T'es obligé d'ouvrir un grand? Tu veux qu'on commence dans combien de temps, Simon? Là, je pense on va pas tarder. On a déjà une dizaine de personnes de connectées. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire ce soir consacré au rôle des assistantes dentaires et surtout à l'intégration d'une imprimante 3D au cabinet. Ce soir, nous allons être accompagnés du docteur Julien Biton et de ses deux assistantes Nathalie et Albertine. Un grand merci à vous trois de vous rendre présents après une grosse journée de cabinet, de chir et à courir dans tous les sens. C'est très sympathique de venir avec nous ce soir pour parler de votre expérience et surtout expliquer un peu comment s'est passée l'arrivée de l'imprimante 3D au cabinet. Ah, Je merci vous pour laisse. l'invitation. Déjà, c'est sympa de nous faire confiance. On va raconter les galères. Donc, je pense que c'est aussi ce que les gens veulent savoir. Donc, on va raconter comment ça nous facilite la vie, surtout aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Le but d'aujourd'hui est d'expliquer un peu comment arrive l'imprimante 3D au cabinet, comment on gère le nouveau flux de travail, comment on gère l'organisation du cabinet, comment les assistantes peuvent aider là-dessus et surtout expliquer que les craintes qu'on peut avoir sont pas forcément fondées puisqu'on est maintenant sur une technologie assez simple d'utilisation, même si au début on a quelques galères. Mais voilà, ce soir, on va discuter de tout ça, de comment c'est arrivé, de qui fait quoi et de surtout comment le faire. Hop, on va passer le premier slide. Alors déjà, on va se présenter. Nous Smile 3D, on est une équipe d'une quinzaine de passionnés de numérique, que ce soit du geek au prothésiste. On a un large panel. Depuis 2021, on a équipé plus d'une centaine de cabinets, que ce soit en imprimante 3D, en caméra intraorale, voire en logiciel de modélisation via Exocad et via les usineuses également de chez DG Shape. Depuis quasiment 4-5 ans, on se force à avoir toujours les dernières technologies, de pouvoir vous proposer les top marques du marché, hein. Comme vous pouvez le voir, on est fournisseur officiel Formlabs, Springtray, Medit, également Katana pour la Zircon et DG Shape pour tout ce qui va être machine-outil. Donc on est vraiment des passionnés du numérique et nous, notre force, c'est de vraiment pouvoir intégrer ça un peu partout et de rendre accessible cette dentisterie numérique à tout le monde, ou en tout cas à portée de main, puisque ben, effectivement maintenant les outils sont devenus assez simples d'utilisation et nous on est là pour venir intégrer ça au cabinet ou bien au labo et puis former l'utilisateur final. Donc moi je suis Simon Kerleux, je m'occupe du tout le flux numérique chez Smile 3D. De base je suis prothésiste dentaire. J'ai plus ou moins 10 ans à la cheville au labo. Et depuis 5 ans maintenant, j'ai quitté ce laboratoire et je me balade de cabinet en cabinet afin de former les praticiens, d'installer des caméras Medit, des logiciels, des imprimantes. Et concrètement, depuis 4-5 ans, j'ai formé un bon nombre de praticiens au numérique. Ma vision du numérique est simple, c'est de pouvoir donner cette technologie à tout le monde. On a des coûts maintenant de machines qui sont devenues réduites. On a pas mal d'innovations au niveau des résines. On a pas mal de nouveautés et maintenant cette dentisterie numérique est vraiment accessible à tout le monde. Petite présentation du docteur Biton. Ouais, bah moi je suis le docteur Biton. Donc pour ceux qui me connaissent pas, j'ai une activité d'omni orientée en paro implanto à Paris. Et donc moi je travaille en numérique depuis 5 ans maintenant, enfin grosso modo pour tout ce qui est empreinte. Donc j'ai eu différentes caméras, etc. Et depuis 1 an, on est équipé en imprimante 3D, donc qui
qui rentre complètement dans un flux de travail et qui a pour but du coup de réduire déjà les coûts sur certains aspects dont on pourra parler après et de nous faciliter le travail, d'être plus rapide, plus efficace sur certaines choses. Donc voilà, équipé maintenant full numérique, on peut dire. On va également présenter Nathalie et Albertine, tes deux assistantes. Ouais, bah voilà, moi j'ai récupéré un cabinet il y a 2 ans, donc Nathalie et Albertine, elles étaient là depuis longtemps. Et j'ai un peu bouleversé leur quotidien au niveau du numérique parce que ça bossait pas vraiment comme ça avant. Donc je vous laisse vous présenter un petit peu, savoir ce que vous faisiez avant au sein du cabinet et un peu ce qu'on fait maintenant, la différence. Alors, moi, c'est Albertine, Nathalie. Nathalie, Et oui, moi, ça faisait 10 ans que j'étais là. Et Nathalie, bah, 34, 32. 32. 32. Et on n'était pas du tout en numérique, nous. C'était empreinte alginate, voilà, tout ça. Et après, on est déjà passé à la caméra. C'était une étape, mais bon, c'était pas une étape pour nous. C'était plus pour le docteur Biton. Et après, l'imprimante numérique, donc il y a depuis 1 an. Voilà, depuis 1 an. Et en fait, moi, si tu veux, quand je suis passé à l'imprimante 3D, pour moi, c'était même pas un sujet que ce soit géré par quelqu'un d'autre que Nathalie et Albertine. Parce que moi, mon travail, c'est de bosser dans la bouche des patients. Et elles, leur rôle, bah, c'est de bosser hors bouche des patients. Donc, si on commence à tout faire, nous, de A à Z, en fait, on n'a juste pas le temps. Donc moi, en fait, ma vision du numérique, c'est qu'il faut s'en aider, mais pas s'imposer des contraintes, que ce soit par le design des fichiers, que ce soit par la gestion des fichiers qui ont été imprimés. Pour moi, tout ça, c'est des tâches qui peuvent être déléguées, sur lesquelles on peut être formé, sur lesquelles bah, vous avez été formé par Smile 3D. Et surtout, ça aussi, ça permet d'impliquer les assistantes dans le cabinet. Donc, leur rôle, c'est pas que de faire de l'administratif et d'aspirer de la salive. Donc, c'est comme ça que, à mon sens, qu'on est plus efficace. Donc, en fait, pour moi, c'était même pas une question. Je leur ai dit, j'ai acheté une imprimante et vous commencez en gros le mois prochain quand on la reçoit. Donc, ça s'est passé aussi simplement que ça. Et au final, les craintes étaient là. Enfin, les craintes que vous avez, elles se sont concrétisées ou ça s'est passé facilement? Bah, moi, je suis là depuis 32 ans, donc tout ça, tout le numérique, tout ça, c'est vraiment une grosse nouveauté pour moi. Et c'est vrai que j'avais très peur. Donc, bah, toutes les assistantes, même les anciennes, j'en suis la preuve vivante qu'on peut y arriver et que c'est assez simple en manipulation. Et maintenant, ça passe comme une lettre à la poste. Ça fait partie de Ouais, la voilà, journée, quoi. ça chamboule pas Le quotidien n'est pas bouleversé, en fait. Voilà, c'est par notre rythme. En fait, comme c'est des temps de travail, voilà, 2 heures d'impression, 30 minutes, on a le temps de s'organiser et On peut faire autre chose, on peut faire autre chose entre-temps. Voilà. Ça mobilise pas Voilà, juste énormément de temps dans la journée, en fait. C'est juste apprendre à gérer, mais on peut en parler après, de qu'est-ce qu'on imprime quoi à quel moment, pour quand on en a besoin. Ça fait un peu partie c'est un peu la même gestion que quand on remet un rendez-vous au patient pour la pose de sa couronne, si on lui met la semaine d'après pour que le prothésiste ait le temps de livrer. C'est un peu le même principe. Donc il y a des trucs qu'on peut faire dans la journée ou dans la demi-heure aujourd'hui avec les nouvelles imprimantes. Et il y a des trucs bah, que nous, on prépare en fait longtemps à l'avance. Ouais. Du coup, on n'a pas besoin bah, de forcément d'être dans le rush en fait. Donc après, c'est une organisation personnelle, mais ça se fait très bien. Ok. On va passer au slide suivant pour voir un peu toutes les résines que vous utilisez au cabinet. Donc c'est vrai que vous êtes équipé de la Formlabs, donc on va retrouver différentes résines. Quelles sont celles que vous utilisez au quotidien? Alors nous, celle qu'on utilise au quotidien, c'est la résine pour imprimer des guides chirurgicaux, évidemment. On utilise la résine pour faire du full arch
donc de la prothèse complète transvissée sur un plan transitoire. On utilise la résine pour faire des inlays ou des onlays en composite. C'est principalement ça. On fait pas d'aligneur, on fait pas de gouttière. Les modèles, on en a fait quelques-uns. Ça peut servir Mhm. quand on a un wax-up de faire les modèles. Mais en fait, on est face à un autre problème quand on fait des modèles, c'est qu'il faut quand même du silicone pour faire des clés. Et en fait, on n'utilise plus trop de silicone. Ouais. Donc du coup, je préfère quand même demander les wax-up à mon prothésiste où il me fait des clés belles et bien dessinées. Mais ça se fait très bien hein, de faire des gouttières, même les gouttières de blanchiment, etc. Des trucs qui peuvent se faire complètement dans ce flux. Donc Mm. voilà, c'est ça les résines qu'on a au cabinet. On ne fait pas les gouttières de bruxisme, par exemple. Ça, c'est des choses que je préfère déléguer à Mhm. certains labos qui font des jolis packaging pour nos patients. Mais voilà, en gros, guides chirurgicaux, onlay, full arch. Grosso modo, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors nous, moi, je l'ai acheté principalement pour le complet sur un plan, mais ça peut Mhm. servir pour plein d'autres trucs, hein. Ça nous a déjà servi pour des bridges temporaires, des choses comme ça. Ça rend bien service. Donc c'est vraiment les deux résines qu'on a là ici sur le tableau, les deux dernières, hein, la Guide Shear et la prothèse Holonix, avec des temps d'impression par pièce qui sont assez réduites. Alors là, les temps d'impression, c'est par rapport à un plateau complet. Mais typiquement, un Holonix sur une forme 4, on va tourner aux alentours de 25-30 minutes d'impression plus ou moins pour un Holonix. Oui, c'est ça. Et nous, on est sur une forme 3, donc on est sur Ouais. des temps plus longs. Et pour Mhm. autant, vous allez voir qu'on arrive quand même à faire des trucs rapidement. Alors, je dis pas que j'ai pas envie de la 4 parce que j'aime bien les gadgets, mais en tout cas, voilà, ça marche aussi, même avec des trucs plus lents, entre guillemets. Ah oui, oui, tout à fait. En fait, la grande différence entre la 3 et la 4, bon, hormis qu'elle a un plateau, la 4 un peu plus grand, c'est typiquement cette rapidité, en fait. Le gros gap au niveau de la 3 et de la 4 est surtout là, en termes de rapidité d'impression. Mais la 3 fait largement le job à partir du moment où on arrive à avoir un rythme d'organisation au niveau des impressions Oui, c'est ça. et qu'on a un flux de travail déjà adapté. Hop. On a les différentes résines également, donc la modèle qui est ici, la Holonix et la couronne provisoire que vous utilisez également quelquefois. Les différentes applications avec Formlabs, on va retrouver pas mal de résines biomèdes, notamment pour des bases de complets, les arcades des dents des complets, le Holonix, la restauration temporaire, les guides shear, les gouttières et éventuellement les porte-empreintes, puisqu'il y a encore quelques cas de figure où on a besoin d'un PEI, notamment chez le patient édenté mandibule depuis très longtemps et pour lequel la caméra a un petit peu de difficulté, on peut s'aider d'un porte-empreinte individuel et de l'option d'empreinte inversée pour pouvoir scanner le patient. Hop. Là, ici, on va avoir plus des modèles pour le labo, puisqu'on va avoir de la résine pour du modèle d'étude et également pour de la coulée, puisque Formlabs a une très très bonne résine chargée en cire qui permet d'excellents résultats pour de la coulée métal. Hop. On descend ici au niveau des coûts. Alors, les coûts que vous avez ici sont vraiment à titre indicatif, hein, c'est ce que Formlabs nous donne. Ça vous donne un petit peu le coût unitaire d'un guide. Typiquement, on va être entre 2 et 4 euros pour, encore une fois, un temps d'impression de 4 minutes. Alors, ces temps d'impression, c'est encore une fois sur des plateaux complets. Donc, gardez à l'idée qu'une forme 4 va être à peu près à une vingtaine, trentaine de minutes et une forme 3, je sais plus combien de temps ça va être pour une impression de guide, Julien? Une forme 3 pour une impression de guide, c'est quoi, 1 heure et quart? Oui. Comme ça, ouais. Ouais. Une fois de plus, Donc on nous, est quand en fait, c'est très rare qu'on ait entre guillemets à regarder combien de temps ça met, on lance et puis on y revient quand c'est fini, quoi. on continue. Et là, ça va être le cas Ouais, alors voilà, du. ça c'est un cas de cette année, c'est ce qu'on fait maintenant, en fait, c'est notre flux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un patient qui arrive qu'on va édenter.
et on arrive donc dans la même journée à lui poser une prothèse complète transvissée sur un plan. Alors, une fois de plus, moi, je délègue tout ce qui est design. Donc, quand on veut arriver à faire des trucs comme ça, il faut se séparer de ces tâches-là, hein, c'est pas notre boulot. Donc, il y a plein de boîtes qui le font. Vos prothésistes peuvent vous le faire. Moi, je passe avec Design for Me. Voilà, c'est pas de la pub, j'ai pas de conflit d'intérêt, mais je passe avec eux parce que j'ai l'habitude de bosser avec eux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les résines, comme la Premium Tis, elle a, je crois, Simon, si je dis pas de bêtises, tu peux me confirmer, et les mêmes qualités qu'un bridge en PMMA. Oui. Voilà. À Donc, partir du moment où on a une bonne passivité d'empreinte, mais ça, on a les mêmes soucis en PMMA ou autre. Tout est une question de passivité. voilà, et je dirais même autre chose, je dirais qu'il y a un vrai avantage à faire de l'impression par rapport à de l'usinage en PMMA, c'est que l'usinage, il y a des fraises. Donc s'il y a une fraise qui casse, s'il y a une fraise qui est abîmée, etc., on peut avoir un problème ou de passivité ou de mise en place de la prothèse parce qu'il y a l'usinage d'un puits de vis qui a pas, et qui a mal été fait. Donc ça, c'est dépendant du prothésiste, les erreurs, ça peut arriver. L'impression, en principe, si l'impression se fait correctement, il n'y aura pas du tout ce souci-là et c'est pas possible en fait qu'il y ait ce souci-là parce qu'il n'y a pas de fraise qui passe, hein, c'est uniquement couche par couche. Donc ça, c'est pour moi, c'est un réel avantage aussi par rapport à l'usinage en PMMA. Donc ça, voilà, ça c'est avec une forme 3. Avec une forme 4, on aurait posé probablement, et la chaîne complète, on aurait posé à 13 heures, quoi. On aurait gagné 2 heures sur le tout. Donc voilà. Mais en fait, ça c'est pour dire que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est pas, on va vous montrer le cas clinique qui nous a fait passer à l'impression 3D, parce qu'il y a vraiment une patiente qui nous a un peu traumatisé au cabinet, je pense moi et aussi bien les assistantes, hein. Et c'est ce qui a fait que je suis allé chez Charles me former une journée et que j'ai pris le numéro de Nalben et je lui ai dit vas-y je te commande une imprimante. Donc on va voir ce cas-là. C'est sur le slide suivant, je pense, non? Ouais, ouais. On est parti. Le fameux Donc cas. c'est une patiente qu'on a édentée, à qui on a fait un Bimax. Et donc ça, c'était notre process avant. On a fait des empreintes, des photos, etc. Alors, c'est pas pour parler de la chire, on s'en fout un peu de la chire, hein. C'est vraiment pour parler de l'impression. Donc, on lui fait une empreinte post-opératoire et on demande à notre prothésiste, du coup, 2 bridges en PMMA. Il y avait, en plus, c'était de la full guidée. Donc, c'est très rapide hein, pour lui de designer ça hein, quand il a fait un wax-up avant. Et donc, on lui demande les 2 bridges en PMMA. Tu peux slider. Donc voilà, le lendemain à 24 heures, les 2 bridges en PMMA, on pose les 2 bridges, on est content, tout se passe bien. Et puis c'était presque les vacances d'été. Donc après, la patiente, en gros, tout se passe bien. La patiente part en vacances et on la revoit quelques mois plus tard. Tu peux passer la next slide. Et là, on commence à sentir que ça sent le sapin parce qu'en fait, elle nous a pas expliqué, enfin, elle nous a pas écouté au niveau des conseils post-opératoires, etc. Parce qu'en fait, c'est des chirurgies qui sont pas du tout invasives, hein, donc il y a pas de suite, il y a quasiment pas de suite post-opératoire, donc ça se passe très très bien. Et en fait, alors on voit pas forcément tout bien, mais grosso modo, elle a flingué 2 implants en bas et 2 implants en haut en nous disant qu'elle avait mangé tout et n'importe quoi sur ses trucs, ouais, sandwich, cacahuètes et tout, elle a tout fait, hein. Donc après, comme nous, on n'a pas pu trop la voir, il y avait peut-être aussi des problèmes de notre faute, mais en tout cas, peu importe, il y a eu des implants qui ont été flingués, donc tu peux passer la next slide. Donc, on se retrouve quelques mois plus tard comme ça. Donc, on va pas remettre en charge les nouveaux implants qu'on a posés tant bien que mal là où on a pu les poser. On a perdu 2 implants en bas. Et là, en fait, on rentre dans un système qui est très complexe parce que on a perdu les implants au mauvais endroit, que il y a effectivement des effets de levier dans tous les sens et qu'elle nous a pété les bridges en PMMA, je crois 3 fois en haut et 3 ou 4 fois en bas. Ouais. Donc c'était infernal. On recevait des mails tous les 10 jours en disant j'ai cassé ma prothèse. Et c'était logique hein, qu'elle la casse. Mais moi, je partais du principe que je préférais lui réparer que de la faire passer sur une PAC le temps de la cicatrisation. Donc, je faisais des empreintes et puis j'envoyais à mon prothésiste et puis il me refaisait des bridges en PMMA à chaque fois. Je te laisse passer la next slide. Pour au final finir comme ça, là on est 1 an et demi post-chirurgie. Donc on a fini par s'en sortir avec de nombreux bridges en PMMA. Et en fait, ce cas-là, il nous a vraiment traumatisés parce que déjà, on attendait en fait le mail de la patiente, on savait que ça allait casser.
Et au-delà de ça, il y a un moment ou un autre où quand on est dans son cabinet, on a aussi des coûts à gérer. Et bien que le prothésiste, il est sympa, il nous fait cadeau un ou deux trucs de temps en temps, il y a un moment, lui, il bosse aussi hein, pour usiner à chaque fois des bridges en PMMA. Donc tu peux passer la next slide. Donc, grosso modo, voilà, ça nous a coûté 400 € pour les guides. Les bridges en PMMA, on en a eu 6. C'était 600 € grosso modo par arcade. Hein. Euh, plus un essayage esthétique hein, qu'on fait à chaque fois. Donc, à peu près 200 €. Grosso modo, ça nous a coûté 4200 € sans les prothèses définitives. Donc, autant vous dire qu'on n'était pas du tout rentré dans nos frais. Et en plus, on était complètement. Voilà, on n'en pouvait plus. Quoi. On n'avait qu'une envie, c'était de la virer. Franchement, hein, c'était infernal. Et aujourd'hui, avec l'impression, grosso modo, un guide, ça nous coûte 15 balles. Un bridge transitoire, c'est à peu près 10 € par bridge. Ça, c'est hors design. Hein. Je parle hors design, mais voilà. Un essayage esthétique, c'est pareil, hein, c'est 10 balles. Donc, grosso modo, si on avait fait la même chose et qu'on avait eu l'imprimante 3D, on en aurait eu pour 85 €. Voilà, à peu près. Donc, c'est quand même, et c'est franchement sans exagérer, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même un monde entre les deux pour avoir quelque chose d'aussi résistant et surtout de se dire, elle me casse le bridge. Vous comprenez bien, quand elle cassait le bridge, mon prothésiste me refaisait le même. Donc, c'est-à-dire que j'aurais pu d'office, et c'est ce qu'on fait maintenant quasiment systématiquement, on en imprime deux en fait. On a toujours un d'avance parce que ça nous coûte rien et que c'est le même fichier. Donc ça, c'est pour nous. En fait, moi, j'avais qu'une envie, c'était de dormir tranquille, de me dire si la prothèse elle casse, elle va pas embêter les assistantes qui vont lui trouver un créneau, etc. Parce qu'au final, ça stresse tout le monde dans le cabinet cette histoire. Mm. Donc c'est vraiment ce cas clinique qui nous a fait passer à l'imprimante 3D. Donc tu peux passer. Hop, la suivante. Les fameuses craintes des assistantes face à cette imprimante 3D. Trop technique, je ne vais Donc, pas y arriver. Oui, c'est trop technique, je ne vais Quelles pas ont y été, ouais, arriver. quelles ont été au début, les- au début, je crois qu'elles ont eu peur Je pense qu'on du avait maquillage peur, déjà. oui, de maquillage, surtout le maquillage. C'est vraiment Le maquillage, c'était un truc qui les faisait flipper. Mm. Mais au final, Au vous final, on les s'est avez posé formées. toutes ces questions. Et C'est ça. Elles se sont posées des questions, elles ont pris leur temps. Elles ont compris aussi, vous avez compris aussi que c'était pas du définitif. non. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait finalement. Ce qu'on veut, c'est pas que ce soit comme une facette parfaite sur une 11. On s'en fout. On voit bien les patients dans lesquels état ils arrivent au départ et dans lesquels ils repartent. Oui, mais c'est quand même pas mal ce qu'on fait. Non, mais je dis, mais bien sûr que c'est pas mal, mais globalement, on s'en fout. C'est pas ça en fait qui est important. C'est-à-dire elles font au mieux pour que ce soit joli, et acceptable, bien par le patient, mais c'est pas l'enjeu en fait. Ouais. C'est pas l'enjeu. Et même après, ça s'applique un peu plus sur les onlay, mais en vrai, on a beaucoup de patients qui nous font chier pour un onlay sur une 37. Bon, on l'imprime en 1.1 ou en A4, ça change pas grand-chose hein, en fait dans l'un dans l'autre. Donc voilà, finalement, au début, elle ne savait pas trop comment ça allait fonctionner. Mm. Mais finalement, vous avez fait des fiches. Ouais, j'ai bien appris. Ah, voilà. Et elles ont fait des fiches avec les temps de polymérisation, les temps de lavage, etc. Ouais. Mm. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit, moi, c'était pas une question de est-ce que moi j'allais le faire. Parce que moi, j'allais pas le faire. Donc voilà, elles n'ont pas eu le choix. Pas le choix. Pas le choix. Donc Non, il a mais fallu finalement, y c'est- aller directement en fait. C'est ça. Il a fallu y aller directement. Elles ont passé pendant la formation avec Smile 3D, j'étais pas là. Enfin, j'étais pas là, j'étais avec des patients. Quoi. Mm. Donc, Bah, c'est toi qui as passé la Déjà déjà avec- qui a été formé. Mm. Et après, toi, tu m'as formé. Oui. ouais, c'est ça. Il y a que Albertine qui a vraiment suivi toute la journée la formation et après qui a formé Nathalie. Donc, c'est pour ça que, pour dire à quel point finalement, c'est pas très compliqué parce qu'on peut reporter le process. On n'est pas obligé d'organiser une journée de formation. Si on a 10 assistantes au cabinet, après, les process sont relativement simples. Voilà, elles ont des fiches au-dessus des imprimantes et elles savent combien de temps il faut polymériser telle résine, tel truc. Tout ce qui était post-traitement, justement, hormis le maquillage, le rinçage, la finition aux UV, le fait de retirer les supports, il y avait des C'est- craintes aussi là-dessus. Comment elles ont été surmontées? La crainte, oui, de péter le truc. De casser en coupant, oui. Mais comme en formant, on nous avait bien expliqué qu'il fallait bien suivre le temps
de lavage, de séchage, voilà. Donc à chaque fois, on faisait en sorte que ce soit bien respecté. Ouais. Et non, c'est, Si on respecte tout, il c'est n'y a aucun problème. Faut pas vouloir accélérer le process en C'est fait. ça. non. Le temps de polymérisation, il est important, faut le respecter. On n'ira pas plus vite de toute façon que la musique, donc faut respecter le process. Après, on a eu récemment la seule galère qu'on a eu récemment, c'est sur un onlay. Vous me l'avez pété 3 fois. C'est moi. Bon, voilà, ça reste des toutes petites pièces, c'est un peu plus technique. Et en fait, moi, la seule chose que je gère par contre, c'est que c'est moi qui fais la demande du design et c'est moi qui valide le design, donc c'est moi qui lance l'impression. Mm. Donc moi, j'importe C'était ma question suivante au niveau du logiciel, du slicer. voilà, au niveau du Qui logiciel, de la mise utilise. en place des supports qui vont tenir le guide ou le définitif, etc. C'est moi qui gère. Mm. Parce que déjà, je veux m'assurer que c'est le bon fichier pour le bon patient, etc. Et bon, au moins, enfin, au moins, c'est moi qui valide la prothèse, quoi. C'est quand même à moi de le faire, donc c'est moi qui valide la prothèse. Donc, c'est-à-dire que le workflow du laboratoire, je le délègue, et la partie fichier STL et mise en place des bases, etc., c'est moi qui le gère. Pourquoi? Parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de regrouper les impressions. Donc, comme en général, les guides, on a des empreintes qui sont faites maintenant le jour de la consultation avec le patient. Donc, on a les guides à l'avance et on va imprimer 4-5 guides d'un coup. Et donc, du coup, on va dire, bah voilà, le lundi matin, il y a des guides pour la semaine prochaine. Le lundi matin, on va lancer une impression pour tous les guides. Et une fois que c'est fait, bah, les filles, elles gèrent, elles retirent, etc., les trucs. Et c'est pareil pour le reste. Quand on a des onlay, bah, on essaye de tous les faire, d'emblée parce que ça nous évite à chaque fois de changer le bac de résine. On n'a qu'une imprimante. Après, quand on est plus nombreux au cabinet, hein, si on a un cabinet avec, je sais pas, 5 ou 6 praticiens, une imprimante, ça suffit pas, hein, clairement. Faut que ce soit beaucoup plus que ça, je pense. Mais quand on est tout seul, voilà. Nous, c'est comme ça qu'on le gère. On gère selon les semaines et on dit, bah voilà, là, on va mettre telle résine et boum, on lance et puis voilà. Donc là, concrètement, le slide qu'on a à l'image, c'est typiquement le workflow que vous avez adopté au cabinet, c'est-à-dire que le laboratoire fait le design, vous envoie le design soit du guide, soit du bridge, en fonction du type de commande faite au laboratoire. Derrière, c'est vous qui le positionnez sur le slicer. Et à partir de ce moment-là, c'est vos assistantes qui prennent le relais pour le post-traitement Ouais, et la finition. ouais, jusqu'à la fin. Au niveau de tout ce qui était manipulation de résine, organisation de stockage, je suppose que vous avez dû vous organiser aussi, puisque c'est un nouveau produit qui arrive, des nouvelles choses à commander, à gérer. Comment s'est faite cette transition? Alors, au niveau de la commande, Bah, C'est Julien. ouais, ça, les commandes pour le coup de ça, c'est moi qui gère. Après, franchement, dans une cartouche de résine, on a de quoi faire. Franchement, depuis un an, on n'a pas On a recommandé pas de cartouche. depuis un an, on est à peu près sur les mêmes trucs parce enfin, quand on arrive bien en fait, pareil, hein, via la formation à gérer en fait les bases, c'est con, hein, mais rien que la quantité de bases, etc. sur un guide qu'on va mettre, bah, ça va influencer non seulement le temps d'impression et en plus la quantité de produits qui va être utilisé. Donc du coup, finalement, c'est très économique et je crois que Charles m'avait dit avec une cartouche de Premium Tis, tu fais genre 120 complets, un truc comme ça. Donc bon, nous, on fait pas 120 complets par an, donc Non. j'aimerais bien vous dire que oui, mais c'est pas le cas. Mais donc voilà, en fait, il y a la marge. Après, ce qu'elles ont fait les filles, c'est qu'il y a les bacs de résine avec des couvertures de protection pour toutes les résines. Et selon ce qu'on imprime, elles savent quel bac prendre, quelle cartouche mettre, etc. Ouais. C'est ça en fait, en termes d'organisation, c'est un bac par résine. Donc Oui. plus on imprimera de matériaux différents, plus il faudra de bacs. Comme on peut le voir à l'image, alors j'ai un doute sur la 3, mais sur la 4, c'est ça. Les bacs sont faits en sorte qu'on puisse les empiler, c'est-à-dire que le couvercle est prévu pour recevoir une cartouche, enfin un bac supplémentaire et pouvoir les empiler et ranger Ouais, tranquillement c'est pareil. dans un On a tout placard. empilé. On a tout empilé, nous, dans le Ouais, placard. Donc, Et ouais, c'est bah, assez facile, hein.
c'est vraiment prévu pour, c'est très bien pensé de la part de Formlabs. J'ai une question au niveau du chat. En termes d'odeur, est-ce que l'odeur de cette résine est acceptable, par exemple, dans un bureau, pour positionner cette imprimante dans un bureau? Et justement, c'est un point qu'on va voir ensemble, mais l'intégration, où la positionner, où la mettre, et dans quelles conditions placer cette imprimante? Bah, nous, on l'a dans un petit labo qui est sans fenêtre. Mm. Et franchement, c'est pas C'est pas insurmontable, hein. dérangeant. Non, C'est c'est pas pas tellement dérangeant. dérangeant. Ce qui est peut-être le plus dérangeant, C'est c'est faire l'alcool. attention, c'est la. Ouais, c'est ça. Faut pas laisser le. En fait, quand on fait le rinçage, après, ça remonte tout seul. Et en fait, il faut le récupérer rapidement parce que, par contre, là, ça sent avec C'est l'odeur l'alcool. de l'alcool. Ouais. Ça Ouais. sent plus que la résine. Faut Ouais. pas laisser l'alcool s'évaporer de la cuve Ouais. parce que La parce qu'à la résine, fin ça du sent. cycle, le truc sort automatiquement et ça pour le coup ça fait des odeurs d'alcool. Mais si on a suivi si le cycle, c'est peut-être je sais pas combien de temps de lavage, 10 minutes, un truc comme ça. Faut tout de suite le retirer et fermer la cuve Ouais. et dans ce cas-là il n'y a pas d'odeur. C'est ça qui est plus Franchement sans ça c'est pas du tout gênant. Non, la résine. Il y a une fois où vraiment on a eu cette odeur d'alcool parce qu'en fait on n'a pas suivi le truc, on a laissé la cuve ouverte et là vraiment ça sentait de l'alcool partout, mais ça peut être complètement évité. On va passer au slide suivant. Quelles ont été vos premières erreurs, ou en tout cas, quelles ont été vos erreurs et comment vous les avez corrigées? Notamment, je pense plus à Julien au niveau du slicing, peut-être des erreurs de positionnement avec des impressions avec peu de support et du coup des impressions ratées peut-être au début. Franchement, on n'a Oh, non. pas raté d'impression. Je vais te dire sincèrement, hein, ça c'est un truc. Bah, on m'avait dit voilà comment fallait les positionner, etc. Et finalement, ça s'est toujours bien passé. Il y a une ou deux impressions qu'on a ratées au tout début, mais en fait c'est parce qu'on avait plutôt mal mis le bac ou etc. Mais c'est plutôt des erreurs. Enfin, c'est pas des erreurs. De manipulation. Ouais, de manipulation pure et dure par rapport au logiciel, etc. Et une fois de plus. Moi, enfin, quand je demande à Design for Me de me faire un truc, en fait, le fichier est prêt pour Formlabs, donc souvent ils m'ont déjà mis tout ce qu'il faut pour que je puisse lancer l'impression directement. Et si votre prothésiste peut faire ça, c'est assez cool, vous gagnez un peu de temps. Mais il n'y a pas eu trop de problèmes. Et puis maintenant, ce que les filles elles font, c'est qu'elles prennent un teintier Ouais, pour se rapprocher le pour plus. se rapprocher le plus de la teinte et du maquillage. Donc, et depuis qu'elles font ça, franchement, c'est vraiment nickel, hein, le maquillage. C'est excellent le maquillage. C'est la partie que je préfère. Parce que surtout, en fait, au-delà du provisoire, on fait les essayages esthétiques avec. Mhm. Donc les essayages esthétiques sur les complets, c'est assez cool de pouvoir aussi les imprimer. Parfois, ça peut faire des bridges de transition aussi. Quand on n'a pas mis tous les implants en charge, on peut mettre ce bridge-là en transition. Et depuis qu'on a, j'ai pas envie de dire ça, je touche du bois, mais franchement, on n'a aucun pro. J'ai eu plus de casse sur du PMMA que sur de la résine imprimée. Alors, je suis aussi beaucoup plus intransigeant avec mes patients, peut-être, mais j'ai eu plus de casse sur du PMMA que sur de la résine imprimée. Bah, la dureté en mégapascal est légèrement plus haute sur de la résine imprimée que sur de la PMMA. De mémoire, on est à 150 mégapascales pour la résine imprimée et à peu près 120 mégapascales pour de la résine PMMA usinée. Donc on a quelque chose un peu plus costaud en dureté, ce qui pourrait expliquer effectivement des casses plus régulières sur de la PMMA et un peu moins sur de l'usinage. J'ai une question assez intéressante. Pourquoi ne pas laisser les assistantes manipuler le slicer préforme? Alors, pour être franc, Nathalie est pas hyper à l'aise avec les ordinateurs. Ça y est. Non, pas du tout. Donc, principalement pour cette raison. Et c'est vraiment une tâche qui me prend 1 minute. Donc, j'ai pas le sentiment de me rajouter une charge de travail en faisant ça, quoi. Mhm. Alors que Et, j'aurais euh, montré et probablement une grosse à Nathalie si je lui demandais de le faire. On n'est pas arrivé, surtout. Mais du coup, après, libre à vous de vous organiser comme vous voulez, hein. Après, voilà, nous, on a choisi l'organisation comme ça. Et puis, ça me permet de valider aussi le fichier. Parce que, par exemple, quand on fait un guide, etc., ça arrive, hein, vous demandez
un guide et puis vous voulez pas le guide sur toutes les dents, puis le gars vous met toutes les dents et puis si on l'a déjà imprimé, bah, c'est pas ce qu'on voulait, etc. Donc moi, ça me permet aussi de vérifier le fichier final rapidement avant de le lancer. Mhm. J'ai également une autre question. Faites-vous beaucoup de maquillage? Ça représente à peu près toutes vos impressions, 50% des impressions. Après, il y a maquillage et maquillage, un simple glaçage ou un maquillage un peu plus complet peut-être. Maquillage un peu complet. Ouais, ils font des maquillages complets en général. En général, ils font des maquillages complets. Pas pour le premier cas qu'on a vu tout à l'heure, posé dans la même journée, c'était vraiment un maquillage sommaire. Mm. Et puis la résine se teinte aussi un peu avec le temps, donc c'est pas tellement gênant finalement. Mais sinon, non, elles font des maquillages complets. Mais ça vous prend quoi, un bridge complet à maquiller? 10 minutes même pas. Ouais, Parce 10, qu'il y a 15 les temps minutes. il y a les temps de pause aussi. Sans les temps de pause et de repolymérisation du Ouais. maquillage, etc., ça prend, voilà, maintenant qu'elles ont le coup de main, 15 minutes, quoi. Mm. Parce qu'il faut pas oublier qu'on maquille que les faces de devant, hein. On va pas commencer à maquiller tout le truc comme fait votre prothésiste. Donc, Oui, c'est un maquillage de provisoire et de transition, quoi. C'est exactement, c'est un maquillage de transition. Donc, le but, c'est que ce soit. Vraiment, c'est de l'utilité au quotidien. C'est pas que ce soit quelque chose de parfaitement esthétique. Et puis même pour les complets, hein, quand les gens en arrivent à ce stade-là, en général, c'est qu'ils n'ont pas un sourire parfait. Donc ils sont souvent beaucoup plus contents, même avec un provisoire imprimé qu'avant. J'ai également une autre question. Est-ce que c'est simple d'enlever les supports? Concrètement, est-ce qu'on les retire comme ça ou est-ce qu'il faut prendre une petite pince et y aller tout doucement? Il faut prendre il y a une petite pince qui est fournie dedans. Mm. Et en fait, il faut bien couper tous les picots et là, ça va se détacher tout seul et il n'y a pas de risque de casse en fait. En général, c'est assez facile à décoller de la plateforme et Ouais. Non, c'est pas Et ça. pour les petites pièces comme les onelettes. Oui. De toute façon, moi, ce que je recommande pour les grosses pièces, c'est toujours d'imprimer deux. Toujours le doubler l'impression parce que déjà, on ne sait pas, il peut y avoir une erreur sur la première partie et la deuxième, non. Et puis, on peut bêtement, je sais pas, faire glisser la plaque, faire tomber, ça peut potentiellement, voilà. Enfin, il peut y avoir une connerie, mais en tout cas, quand on a un bridge complet, vaut mieux en imprimer deux. Déjà, on a un backup, et en plus de ça, au moins, on est vraiment tranquille, et ça peut arriver de. Moi, je suis pas du tout patient, donc pour décoller les trucs, la seule fois que je l'ai fait, j'ai tout pété, hein. Ouais, c'est vrai, vous avez tout. Donc, mais non, mais ça, même nous, dans nos formations, c'est ce qu'on préconise, c'est d'imprimer deux pièces. Ça coûte un peu plus de résine, mais encore une fois, on a vu les coûts, c'est pas non plus excessif en termes d'unitaire. Et effectivement, on n'est pas à l'abri en le maquillant, le bridge saute de la pince, il tombe, ça fait un éclat quelque part, donc ça permet d'être actif. J'ai également encore une question sur les supports. Est-ce que vous passez une sorte de caout pour venir adoucir les supports ou c'est juste vous les retirez et puis on maquille derrière? non, on fait un Concrètement, entre polissage. les deux étapes, un petit polissage, ouais. Ouais, on fait un petit polissage à la pièce à main, très rapide. Au besoin, quand il y en a vraiment beaucoup, parfois on se rend compte en bouche qu'il y a un coin qui est un peu coupant, donc avec une fraise, une bague rouge ou une fraise relativement fine. Mais ouais, on fait un petit polissage rapide en général. C'est Je des re- étapes qui prennent une trentaine de secondes, hein, grosso modo. C'est ça, le flux complet n'est pas long. Là, il y a quoi? Il y a à peu près, vous avez dit 10 minutes de maquillage, et 10-15 minutes de maquillage et le post-traitement à peu près une demi-heure, c'est ça? Ouais, c'est ça. À peu près, oui. Ouais, c'est ça. Hop, alors je regarde un peu partout parce que j'ai des questions qui viennent de partout. Oui, une des questions qui vient, alors là, pour le coup, c'est pas sur le chat, mais on me contacte directement via Messenger. Une assistante dentaire a-t-elle le temps de s'occuper de ça? Oui. Oui, ça chamboule pas toute Oui. notre journée. Ah non, On a pas le du temps. tout, hein. Et comme on s'organise, du coup, on a des jours d'impression. Et pour le maquillage, comme on a le temps, en fait, si c'est pour la semaine prochaine ou quoi, on a le temps de s'organiser sur cette semaine-là.
de faire le maquillage quand on a un moment. Ouais, quand il y a un moment Ouais. creux, voilà. Puis nous, on est deux, hein. Oui. Donc, celle qui est au secrétariat, C'est ça, elle va c'est-à-dire que s'occuper si de on ça. a une seule assistante qui fait le secrétariat, le C'est fauteuil et compliqué. la sté, c'est pas gérable. Ouais. Mais après voilà, c'est comme tout, hein, ça fait partie d'un investissement global. Donc, Et d'une organisation aussi, puisque je vois que ouais, vous êtes quand Et même d'une habitude assez à bien prendre aussi. organisé avec c'est une habitude, c'est une organisation. Et effectivement, oui, faut être un peu organisé. Si c'est déjà le bordel dans votre agenda de base, c'est peut-être pas le meilleur truc à rajouter. Voilà. C'est con, parce qu'en fait, quand on est organisé, c'est très facile à intégrer, en fait. Très, très facile à intégrer. Et encore plus avec les nouvelles imprimantes qui sont beaucoup plus rapides, hein. Euh, mais, euh, mais sincèrement, bon, une fois qu'on a lancé l'impression, ça se fait tout seul, il n'y a rien à faire. Et après, les phases de post-traitement, enfin, c'est pas parce que une fois que la polymérisation elle est faite, le truc il peut rester comme ça, c'est pas grave. Donc, vous n'êtes pas obligé de le maquiller le jour même. Si c'est pour la semaine d'après, vous pouvez le maquiller plus tard. Donc voilà, c'est pas un problème, hein. Typiquement, vous pouvez lancer l'impression le soir en partant du cabinet et puis elle est prête au retour le lendemain, quoi. Je crois Ouais. qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, ouais. Ouais. Il y a une question qui revient. Alors, à mon avis, elle doit venir d'une assistante. Est-ce que, en tant qu'assistante qui gérait quelque chose de nouveau, surtout quelque chose de numérique et de 3D, est-ce que vous vous sentez plus valorisé dans votre travail? Est-ce que vous avez Oui, l'impression oui, d'emblée. Et puis en cœur en plus, donc Bah, c'est quand même plus sympa, c'est moins monotone. On voit plus de choses. On et voit plus de choses. on a Bon, une avec Julien, on est responsabilité en habitué plus. maintenant, on voit Mm. plus de choses. Le numérique, voilà. Et non, mais c'est en plus, c'est intéressant. Et puis, c'est vrai que ça, quelque part, ça nous valorise. C'est pas l'assistante qui est derrière son téléphone, voilà, qui fait de la vaisselle, point final. Là, ça nous donne quand même une importance. Mm. Et puis, il faut pas oublier que nous, en tant que dentiste, c'est pas notre travail que de faire du design ou de la prothèse. Voilà, enfin, moi, à mon sens, on peut être un peu geek, aimer faire du design, aimer la gestion sur ordinateur et se dire, ah, vas-y, je vais designer mon guide, mon truc. Je ne remets pas ça en question. Mais quand on a pris le concept de déléguer les tâches qui ne sont pas notre travail principal, c'est-à-dire bosser dans la bouche du patient, ça s'intègre merveilleusement bien, quoi. et puis typiquement, enfin moi je suis entièrement d'accord avec vous, surtout sur des cas comme ça de chirurgie où effectivement en milieu de journée le patient a son bridge en bouche. C'est fini de le garder la journée avec le prothésiste qui court dans tous les sens pour livrer le bridge à 19 heures. C'est fini de le faire repartir sans dents et de le faire revenir le lendemain et de devoir réanesthésier pour positionner le bridge provisoire. Au niveau de la chirurgie et du cabinet, je pense qu'il y a un workflow qui est beaucoup plus fluide qu'avant. Non, mais au-delà de ça, parce que bon, là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de chirurgie. C'est pour parler un peu à tout le monde aussi. Vous avez déjà tous eu un patient qui a pété un bridge avant de partir en vacances, ou c'est un jeudi, vous n'avez pas le temps de lui recommander un bridge, etc. Bon, si vous avez quelqu'un qui peut vous faire un design rapidement, vous imprimez un bridge provisoire, à la limite, vous lui posez le soir, ou vous lui posez le lendemain matin. Ça peut être un bridge collé, ça peut être, voilà, mais en tout cas, ça permet parfois de nous sortir de situations un peu délicates, quoi. Vous avez un mec qui arrive avec des facettes de devant qui sont complètement fracassées parce qu'il s'est pété la gueule dans les escaliers. Bon, bah, vous lui refaites 4 facettes en vrai en 2 heures. Donc c'est quand même pas, à mon sens, pas négligeable aussi, hein, même en omnipratique courante, d'utiliser ce genre de truc. Et de toutes les manières, je pense qu'à venir, il y aura des résines qui permettront de faire de la couronne définitive, etc., parce qu'elles auront suffisamment de céramique dedans. Donc, de toutes les façons, ceux qui hésitent, c'est ceux qui vont probablement y passer, comme ceux qui hésitaient pour la caméra. Comme voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de question de dire est-ce qu'on va prendre une caméra ou pas. La question de savoir quelle est la bonne caméra pour vous. Mais là, l'impression 3D, ça va être exactement pareil. Donc, J'ai une dernière question sur la résine et puis après
on va terminer le webinaire parce qu'avec avec la grosse journée quand même du cabinet que vous avez eu, on va pas vous garder non plus trop longtemps. Quelle résine utilisez-vous pour les bridges complets, sachant que l'Onyx n'est pas encore accepté sur le marché? Alors, Nous, on utilise la Premium Teeth, mais j'en ai fait avec la Permanent Crown aussi. Et les deux fonctionnent très bien. Les deux fonctionnent très bien, hein. Franchement, j'ai eu aucun souci. Et c'est pareil, pour moi, ça fait partie du flux du numérique de se passer d'embase titane, etc., d'avoir des vis spécifiques pour les complets sur un plan. Voilà, pour moi, enfin, ça fait partie de la chaîne complète. Après, c'est d'autres débats, mais en tout cas, voilà, la résine Premium Teeth, elle fait largement l'affaire pour une prothèse qui va rester 4 mois en bouche. Et je vous dis, maintenant, on fait des inlays en composite avec, et franchement, ça bouge pas, hein. Ils sont nickel. Une dernière question, mais je pense qu'on l'avait déjà abordée. Est-ce que vous pensez que les assistantes sont en mesure de prendre de plus en plus la main sur la conception et la maîtrise du flow de A à Z? Mais on l'a vu juste avant, notamment avec le laboratoire qui garde Ouais, la main sur la pour moi, modélisation. la conception de la prothèse, c'est vraiment un métier, hein. La conception, le design de la prothèse, c'est un métier. Alors, vous dire que après, je sais qu'il y a des boîtes qui travaillent sur des IA qui font que bah, pour nous faire un STL d'un inlay ou d'une couronne simple, à mon avis, dans quelques années, ce sera fait automatiquement après notre empreinte directement via la caméra et on pourra lancer le fichier. Ça, j'en suis persuadé. Mais la conception, en vrai, pour moi, le design, c'est un travail. Et c'est pour ça que je veux pas faire de design, en fait. C'est pas mon travail. Il y a des gens qui sont des designers, donc ils ne font que ça. C'est exactement ça. Puis c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans les laboratoires, c'est que de plus en plus, on a des laboratoires qui ne font que du design, Bien sûr. qui vont se focaliser sur des gros cas, typiquement la réalisation du guide shear avec le praticien, le bridge derrière et des gros boulots, et tout ça va être envoyé au cabinet pour être imprimé au cabinet. Donc c'est exactement ça, c'est que la suite logique, c'est le prothésiste qui design et qui envoie au cabinet pour finaliser, pour une question de gain de temps ou autre. Mais effectivement, c'est l'avenir. Alors, on a une question également. Quelle est la différence entre SprintRay et Formlabs? Alors, tout va dépendre déjà de la place, parce que la SprintRay est un peu plus volumineuse, mais les deux sont vraiment les top leaders en termes d'imprimantes Biomède. Et nous, on a effectivement les deux au catalogue, puisqu'on veut pouvoir proposer l'ensemble des imprimantes top marché, ou en tout cas des leaders de l'impression. Et en fonction de telle ou telle pratique, on va orienter telle ou telle machine. On va pouvoir vous libérer. Merci à vous, à Nathalie et Albertine. Merci Julien de votre présence. Avec plaisir. Je sais que c'était pas facile pour vous avec un petit peu de stress de ce live. Vraiment merci d'avoir partagé votre expérience. Et nous, on va juste terminer sur les prochaines formations qu'on va avoir chez nous. Alors, une formation avec le docteur Charles Mathieu à Amiens, qui est vraiment une formation sur l'impression 3D, le numérique au cabinet. Et on va avoir une soirée avec Vivien de chez LIO, qui se déroulera à Lyon. Alors, LIO, c'est un gros laboratoire qui fait beaucoup de design, qui travaille beaucoup avec les cabinets équipés d'imprimantes et qui a typiquement ce flux de travail de modélisation et d'envoi de fichiers STL pour finaliser au cabinet. Ouais, surtout si vous allez voir Vivien, vous allez comprendre pourquoi le design, c'est un métier. Oui, oui, surtout, oui. Ouais, c'est vrai que dans le milieu de prothésiste, lui, il est bien au-dessus quand même. En termes de numérique, il sait ce qu'il fait et il sait vraiment vous accompagner et vous orienter dans les choix. Ouais, c'est clair. Et voilà, merci à tous. Alors, ce webinaire, vous allez pouvoir également le retrouver sur notre chaîne YouTube.
puisqu'il il sera disponible d'ici quelques jours. Et encore une fois, un grand merci Julien, un grand merci Avec plaisir. Albertine et merci tout le monde. Salut Bonne tout le soirée. monde. Merci. Bonne soirée. Bonne À bientôt, soirée. merci. Ciao. Au revoir. Voilà.